Bonjour tout le monde. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire eClub. J'admets encore une personne qui vient d'arriver. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire eClub sur le thème donc aujourd'hui du bien-être. Moi, je suis Pascal Pouillet du Conseil de Normandie, en charge de l'animation d'Equiop. Et ce soir, c'est Cathy Clifford qui présentera les bonnes pratiques utilisées par Express. Elle a la lourde tâche de remplacer Charlotte au pied levé, parce que malheureusement, Charlotte n'a pas pu être disponible ces jours-ci. Donc, une présentation sur les bonnes pratiques des QRS, une présentation d'une vingtaine de minutes, suivie d'un temps d'échange pour répondre à vos questions, s'il y en a. Et puis, donc, pour votre information, peut-être que vous l'avez déjà vu, ce webinaire est enregistré actuellement et il sera accessible depuis la chaîne YouTube du Conseil des Chauds de Normandie. Voilà, et bien Cathy, je te laisse la parole pour entamer ce webinaire. Merci beaucoup. Donc, bonsoir à tous. Donc, je suis chargée de projet développement durable et bien-être animal pour le label EQRS. Et ce soir, nous allons parler donc des besoins fondamentaux des chevaux. Dans un premier temps, je vais vous parler très rapidement du label EQRS. Étant donné que ce n'est pas le sujet principal de ce webinaire, vous pourrez me poser des questions à la fin si vous avez des questions concernant le label, puisque je ne vais pas rentrer dans le détail ce soir. Alors, le label EQRS a été créé comme outil pour répondre à des préoccupations sociétales au niveau du bien-être et de l'environnement et pour permettre d'anticiper et permettre à la filière équine de mieux gérer la qualité environnementale et justement le bien-être de la filière. Donc, EQ vient du latin ecus et RES pour le respect de l'environnement, pour la petite anecdote. Donc, tous les établissements équins peuvent prétendre au label et peuvent être labellisés, quelle que soit leur activité, leur taille ou leur localisation. Donc, ça peut très bien être des entraîneurs, des éleveurs, des hippodromes, des centres équestres, des écuries de propriétaires, des pensions, etc. Et c'est un outil qui est intéressant pour toute la filière équine et ses parties intéressées, donc les exploitations équines, les clients des exploitations, les fournisseurs de biens et de services et le grand public. Et pour finir très rapidement sur cette description très rapide, c'est le premier label environnemental et bien-être animal de la filière équine. Aujourd'hui, 170 structures sont labellisées en France. Nous avons une quinzaine d'évaluateurs qui se situent partout en France, à travers la France. Il y a donc 9 engagements que les labellisés doivent respecter pour pouvoir prétendre au label et 3 échelons de labellisation du niveau 1 au niveau 3. Et nous sommes nous-mêmes audités par un organisme qui s'appelle Certis. Passons maintenant au sujet principal de la soirée, donc qu'est-ce que le bien-être animal? Donc, dans un premier temps, je vais vous lire les définitions telles qu'elles sont ici à l'écran. Voilà. Donc, le bien-être, c'est un état mental et physique positif de l'animal lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux ainsi que de ses attentes. Cet état varie en fonction de la perception de la situation par l'animal. Donc ça, c'est la définition qu'on trouve aujourd'hui sur le bien-être. Et pour la bientraitance, c'est de proposer aux animaux, dans une perspective dynamique, des actions concrètes en vue d'assurer leur bien-être. Donc concrètement, respecter le bien-être des chevaux consiste donc à leur faire assurer leur bientraitance, c'est-à-dire leur apporter toutes les ressources qui leur sont fondamentalement nécessaires. Selon les 4 principes du bien-être, on va y venir juste après. Toutefois, le bien-être correspond au ressenti de l'animal, c'est-à-dire la façon dont il perçoit à travers ses émotions et ses états émotionnels cet environnement qui lui est offert. Cette perception est donc propre à chaque cheval en fonction de ses expériences passées, de son état de santé, de son tempérament et de la présence d'éventuels agents stressants. Donc voilà, la perception va être différente en fonction de chaque cheval, bien évidemment. Donc, on va parler des 5 libertés qui vous parlent, enfin, vous connaissez probablement. Donc, le bien-être animal, comme on a pu voir, ce n'est pas forcément facile à définir scientifiquement parlant. Toutefois, la définition des 5 libertés qui ont été rédigées donc, par le Farm Animal Welfare Council, qui est le conseil du bien-être des animaux d'élevage de Grande-Bretagne, semble être à peu près la plus complète, bien qu'elle soit un peu plus vieille aujourd'hui, elle est quand même très complète et elle préconise justement 5 libertés qui vous sont devant vous à l'écran. Donc, on a l'absence de faim ou de soif, donc ce qui permet le maintien donc, en bonne santé la bonne santé du cheval.
On a également l'absence d'inconfort. Donc, pour ça, on peut penser à un environnement approprié. On peut penser à l'abri, par exemple, mais il y en a bien évidemment d'autres exemples. On a l'absence de douleur, de blessure ou de maladie. Là, ça parle à peu près facilement. Et après, on a la liberté d'exprimer les comportements normaux de son espèce. Donc là, on peut penser aux comportements sociaux, par exemple, ou bien même les comportements alimentaires. Et pour finir, l'absence de peur ou de détresse, comme on a pu voir dans la définition. Donc ces 5 libertés servent en effet pour pouvoir mettre un petit peu des mots sur qu'est-ce qui peut être le bien-être. Donc, en parlant de bien-être, on a un budget de temps qui correspond à la répartition des activités du cheval au cours de 24 heures. Donc, devant vous, vous avez le budget de temps qu'on va un petit peu éplucher ensemble. Donc, à l'état naturel, le cheval passe plus de 60% de son temps à s'alimenter tout en se déplaçant. 60% de son temps, ça représente 15 à 16 heures par jour. Ensuite, il passe un tiers de son temps à se reposer, ce qui représente environ 5 à 7 heures par jour, comme vous le voyez devant vous. Ensuite, on a le déplacement qui se fait généralement au pas. Ça représente à peu près 2 heures par jour, ce qui représente en pourcentage 4 à 8% de son temps. Et sur le même type de pourcentage, on a l'observation de son environnement qui représente également 4 à 8% de son temps. Et pour finir, le reste de son temps est passé pour les contacts sociaux. Donc, c'est en se basant sur ce budget temps qu'on peut vraiment essayer d'améliorer le bien-être de son équidé en partant de ce principe-là et sachant qu'il passe une grande majorité de son temps à s'alimenter. Donc justement, tout à l'heure, je vous parlais des 4 grands principes des besoins fondamentaux des chevaux. Donc on va avoir l'alimentation, l'hébergement, le comportement et la santé. Il n'y a pas d'ordre pour ces 4 principes, ce sont 4 principes fondamentaux. Donc au niveau de l'alimentation, bien évidemment, à base de fourrage qui apporte la quantité d'énergie nécessaire et qui permet au cheval de mastiquer pendant 15 heures par jour, ce qu'on a pu voir dans le budget temps juste avant. Ensuite, on a l'hébergement, un espace sécurisé et confortable, la possibilité de se déplacer en liberté. Et le comportement, donc avoir des relations avec ses congénères, qui est bien évidemment très important, pouvoir exprimer les comportements de l'espèce et avoir une bonne relation avec l'homme, qui est bien évidemment primordial également. Et au niveau de la santé, donc on a la prévention des blessures, des maladies et des douleurs. Et je vais juste revenir sur la slide d'avant, sachant que à l'état naturel, le cheval vit il vit en groupe, donc c'est très important. Enfin voilà, il y a des besoins qui doivent être respectés. Il mange des aliments qui sont pauvres en énergie, donc par exemple les fourrages. Et à l'état domestique, il n'a pas forcément les mêmes apports. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de combler et de pouvoir respecter au mieux ces besoins fondamentaux qu'on voit sur le budget temps. Donc, pourquoi optimiser le bien-être de son cheval? Donc, dans un premier temps, il y a l'amélioration de la santé. Ensuite, il y a l'amélioration du comportement, il y a l'amélioration de la performance, l'amélioration de la sécurité, des manipulateurs et des cavaliers, des économies et la pression de la société. Donc, on va revenir sur l'amélioration de la santé. Qu'est-ce que ça peut permettre? On va éviter tout ce qui est colique, les ulcères, les douleurs cervicales, dorsales, boiterie. Au niveau de l'amélioration du comportement, on pense tout d'abord à tout ce qui est stéréotypie, agressivité et dépression des chevaux. Amélioration de la performance, si on a un cheval qui se sent bien dans sa tête et dans son corps, comme on dit, on va avoir un apprentissage plus facile et rapide. Ensuite, l'amélioration de la sécurité des manipulateurs et des cavaliers, ça va ensemble. Si tout se passe bien et que le cheval se sent bien, on va éviter tout ce qui est accident un petit peu inutile, si je puis dire. Les économies, ça va au niveau de la santé principalement, en règle générale. Et pour finir, la pression de la société, comme on a pu le voir, les réglementations et tout ce qui est préoccupation sociétale changent. Et en effet, on tend vers le bien-être des équidés. Donc, quelles sont les pratiques préconisées justement par le label EQRS pour le bien-être des équidés? Alors, on va avoir une alimentation à base de fourrage, comme je disais tout à l'heure. Alors, il faut que la quantité d'énergie apportée soit nécessaire et qui puisse permettre au cheval de mastiquer pendant 15 heures par jour. En moyenne, ça représente 2% du poids du cheval en matière sèche, donc c'est-à-dire 12,5 kg pour un cheval de 500 kg. Donc ça, c'est la base. Après, bien évidemment, on retrouve une alimentation qui peut être complétée en fonction
du cheval et de ses besoins et de son activité. Bien évidemment, on ne va pas traiter un cheval qui travaille quotidiennement de la même manière qu'une poulinière, par exemple. Donc, on adapte en fonction des besoins du cheval et de son âge et de ce qu'il va faire au quotidien. Ensuite, on va aussi regarder un espace propre, sec et sécurisé pour le repos. Donc, d'une manière générale, un box doit faire au minimum 3 mètres par 3 pour un cheval ou grand poney. Pour les poneys, ça peut être moins, bien évidemment, du fait qu'ils soient plus petits. Alors, il y a une pratique qui est courante pour les poneys et les poulains, c'est la stabulation libre, qui permet d'avoir plus de place et des contacts sociaux. Cette façon de fonctionner peut être reproduite pour les chevaux avec des dimensions bien évidemment adaptées aux chevaux et aux animaux sociabilisés. On préconise évidemment que si c'est quelque chose que vous souhaitez faire, c'est qu'il faut que les chevaux soient habitués à être du moins ensemble et ont l'habitude d'être sociabilisés. En réalité, il n'y a pas de consensus scientifique sur les dimensions. Ce qu'on va regarder et ce qui est très important, c'est que le cheval doit pouvoir se déplacer, se coucher, se rouler sans risque de se blesser. Donc voilà, là à l'écran, vous avez la surface, donc 2 fois la hauteur du garrot par cheval au sec. Et comme je vous disais, pour un cheval d'environ 1,70 m, un box de 3 par 3. Ce qui va avec, bien évidemment, la litière. Donc une litière entretenue et de quantité suffisante. Donc en termes de quantité, on va regarder qu'il y ait un sol non visible et qu'il y ait une propreté, donc 1/3 ou plus de la surface qui est sale. On va regarder et on va essayer de privilégier la paille, sauf pour les chevaux ayant des problèmes de santé. Et pour les chevaux qui ont en effet des problèmes de santé, bien évidemment, ça peut arriver. S'ils sont sur copeaux, il faut leur donner vraiment du foin à volonté. Et d'ailleurs, il y a eu une étude qui a été réalisée. On a demandé, je dis bien entre guillemets, aux chevaux quelle litière ils préféraient, si c'était la paille ou les copeaux. On a pris des chevaux ayant une race, peu importe, et une activité qui pouvait vraiment varier, et tous les chevaux auraient choisi la paille. Après, voilà, on a demandé, je le mets bien entre guillemets, mais ça ressort que la paille est la litière qui est préférée par les chevaux. Donc ça, c'est quand même très important, puisque ceux qui vivent en intérieur, enfin au box, il faut quand même que ce soit très adapté. Ensuite, on arrive à favoriser les contacts sociaux. Donc ça fait partie, comme on l'a vu tout à l'heure, des principes fondamentaux, encore une fois. Donc, les chevaux qui vivent en groupe sont moins agressifs avec les autres chevaux, ils sont moins stressés et ont moins de risque d'exprimer des stéréotypies, comme on a pu le voir aussi tout à l'heure. Ils ont de meilleures capacités d'apprentissage et sont plus sûrs pour leurs cavaliers. Donc, au mieux, ce qu'on préconise, c'est de permettre aux chevaux d'avoir des relations sociales dans un groupe. On considère un groupe à partir de 2 chevaux. Sinon, c'est d'essayer de favoriser les contacts entre box adjacents. Et sinon, au moins, on va dire, c'est de leur permettre de se sentir ou de se voir et profiter de toutes les occasions qu'il pourrait y avoir pour que les chevaux puissent être en contact les uns les autres. Mais au mieux, voilà, ce qu'on préconise vraiment, c'est qu'ils puissent être au quotidien en contact et ça évite tout risque et des stéréotypies qui peuvent apparaître. On a l'activité physique qui rentre également dans ces pratiques préconisées. Alors, les chevaux sortant 2 heures par jour en liberté présentent moins de défense au travail et sont plus motivés et apprennent plus rapidement que des chevaux qui sortent que, par exemple, 2 heures par semaine. Donc, on préconise de sortir au maximum les chevaux en liberté. Liberté est écrit ici en majuscule pour une bonne raison, c'est qu'on considère qu'en liberté, c'est un cheval qui peut aller dehors et s'exprimer et se déplacer comme il le souhaite. Nous ne considérons pas une sortie en liberté au marcheur, par exemple, ou une balade montée. On préconise, voilà, je le rajoute juste, mais voilà, c'est très important qu'il puisse sortir et plus il sortira, mieux ce sera. Et bien évidemment, il faut pouvoir l'adapter à chaque structure. Et on a la suivi de la santé qui est très important. Donc, la suivi de la santé générale des chevaux. Donc là, on a 4 points: vaccination, vermifugation, soins dentaires, soins des pieds et soins complémentaires. Donc, le bien-être des équidés passe aussi par la prescription de soins vétérinaires adaptés. Donc, afin de prévenir ou de guérir de douleurs ou de blessures ou de maladies, il est important de faire un bilan annuel de l'état de santé des chevaux qui sont présents sur votre structure afin de connaître les signes de bonne santé. De plus, un plan raisonné de vermifugation et vaccination devra être mis en place pour tous les équidés de la structure en fonction donc, du contexte épidémiologique et des pratiques d'élevage et facteurs de risque.
Et après, après les soins dentaires et les soins des pieds sont également très importants. Et on a les soins complémentaires qui aujourd'hui se développent de plus en plus. Donc, les soins complémentaires et naturels. Donc, on pense à la phytothérapie, l'aromathérapie, l'homéopathie, l'ostéopathie, l'acupuncture, l'algothérapie, et il y en a encore pas mal. Donc, ils sont nombreux à se développer dans le secteur équin et peuvent contribuer au bien-être et la performance du cheval. Comme pour les humains, par exemple, l'ostéopathie équine vise à traiter les troubles fonctionnels et en complémentarité du vétérinaire. Bien évidemment, ce sont des soins complémentaires, ça ne remplace pas les soins vétérinaires. Il faut bien prendre cela en considération. Un bilan annuel est conseillé pour le cheval, pour savoir quel soin complémentaire peut être adapté au cheval en question. Bien sûr, pour chaque cheval, ça varie. La phytothérapie, par exemple, et l'aromathérapie sont utilisées pour combattre les pathologies courantes en utilisant des huiles essentielles et des plantes médicinales. Donc, il s'agit d'un traitement économique, naturel et sans résidus médicamenteux. L'acupuncture et le shiatsu, quant à eux, permettent, à travers le travail sur des trajets et des points spécifiques, de réguler la circulation des énergies à travers le corps du cheval. Donc ça, ce sont des soins complémentaires qui sont de plus en plus utilisés et qu'on retrouve beaucoup, mais bien évidemment, les soins vétérinaires de base et les bilans annuels à effectuer sont primordiaux et à prendre en considération. Donc voilà pour les préconisations que nous avons. Bien évidemment, on peut en rajouter, mais ce sont les points fondamentaux pour le bien-être du cheval et pour pouvoir répondre à la définition qu'on a vue au début de la présentation. Voilà, Pascal. On peut revenir sur des points si vous le souhaitez. Merci Cathy pour cette présentation. Je ne sais pas s'il y a des remarques ou des questions, peut-être des expériences à partager ou si ça appelle des commentaires de la part de quelques-uns. Alors, je peux juste rajouter quelque chose que je n'ai pas forcément dit, que j'étais revenue dessus tout à l'heure, mais c'était peut-être pas forcément très clair. Au niveau du budgétant, donc c'est ce que je disais, c'est qu'à l'état naturel, le cheval vit en groupe et passe justement 15 à 18 heures de son temps à manger des aliments pauvres en énergie, donc fourrage, c'est ce que j'ai déjà dit. Tandis qu'à l'état domestique, il est généralement maintenu dans des conditions pour lesquelles il n'est pas forcément adapté, donc hébergement en box, temps avec les congénères qui est plutôt restreint, alimentation plutôt à base de céréales. Et c'est pour ça qu'il faut limiter l'impact des conditions domestiques qu'on a aujourd'hui. Et il est important de respecter les besoins fondamentaux pour pouvoir limiter justement l'impact qu'on leur inflige, entre guillemets. C'était peut-être pas très clair tout à l'heure, donc je voulais revenir dessus. Oui, merci. Est-ce qu'il y a des retours? Non, pas réellement. Dans la discussion, non, Pascal, peut-être Non, dans la discussion, je vois rien non plus. Alors, je peux lire si tu... Ah, pardon. Vas-y. Ah oui, je trouve que les consignes quand on boxe sont encore trop limitées. 2 heures de liberté sur 24, ça me semble très loin des besoins fondamentaux. Qu'en pensez-vous? Alors, tout à fait, j'entends ce que vous dites. Alors, on préconise, on dit que 2 heures, alors vous dites que 2 heures de liberté sur 24 heures, ça vous semble peu, si je comprends bien, en effet. Mais bien évidemment, on peut pas Enfin, c'est déjà mieux que rien, si je puis dire. Au mieux, s'il peut sortir toute la journée, c'est parfait. Mais il y a des structures qui ne peuvent pas le permettre. Et si déjà il y a une volonté de mettre dehors, c'est déjà mieux que rien. Mais je suis entièrement d'accord avec vous que si le cheval peut être constamment dehors, c'est beaucoup mieux que 2 heures. Mais s'il peut déjà s'exprimer 2 heures dans la journée au lieu d'être enfermé, c'est quand même mieux. Il faut toujours trouver le juste milieu entre ce qui... C'est ça. Et inversement, il y a des gens peut-être qui sont tentés de sortir les chevaux 20 minutes, une demi-heure, et puis de les remettre au box, et on s'aperçoit que c'est pas suffisant et qu'il faut essayer de prolonger ces moments-là. C'est sûr. Et bien évidemment, ces sorties sont, comme je l'ai déjà dit, mais vraiment des sorties où le cheval est libre de ses gestes et de ses mouvements et non pas des sorties en fait, qu'on leur oblige, en fait. Mais je suis d'accord avec vous. Trouver le juste milieu. Non, de toute façon, on est
on est disponible, on est joignable éventuellement par mail. Vous avez nos adresses mail sur le site du Conseil des chevaux. Et vous retrouvez pas mal d'informations déjà sur le site du Conseil des chevaux. Et puis, s'il y a des questions sur ces sujets-là, vous pouvez nous interpeller par mail ou par Facebook et on sera fort de répondre à vos attentes. Et si toutefois vous avez des questions également sur le label EQRS et vous souhaitez avoir davantage d'informations, puisque là j'y suis passée très rapidement, vous n'hésitez pas, il y a également un site internet, donc labelleqrs.com, sur lequel déjà vous avez beaucoup d'informations et des contacts pour contacter que ce soit moi-même ou ma collègue Charlotte Fustek, et on pourra répondre à vos questions de manière plus approfondie. Merci Cathy, merci à toutes et à tous. Et je vais fermer ce webinaire. Bonne soirée.